L'idée du talk, c'est pas de parler de moi, c'est de revenir un peu dans le futur et finalement, je vais parler un peu de moi aussi. Tout ça pour expliquer que moi, je suis un petit peu la plateforme cloud de Google depuis pas mal de temps. Donc, je vais vous parler un petit peu d'App Engine, qui est un vieux truc et qui est pas du tout du coup cité dans la conf, hein, mais dans l'idée de comprendre que c'est un produit qui est sorti assez tôt en 2008 en preview. Moi, j'ai commencé à jouer avec en 2010, 2011, et puis c'est sorti vraiment de preview en septembre 2011. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'était mes premiers pas à faire finalement du cloud. App Engine, on reviendra dessus un petit peu sur la définition, mais c'est un PaaS, Platform as a Service. Donc l'idée vraiment d'uploader le code et puis bah c'est hébergé, ça tourne, ça répond à des requêtes HTTP. Donc j'étais assez vite fan et j'ai pu faire plein de projets associatifs, plein de petits projets entre copains comme un truc pour compter les scores à la pétanque. Donc ça s'appelait Pétanque Party. Bref, il y avait pas mal de choses comme ça qui me plaisaient parce que c'était disponible sur Internet de façon sécurisée, en HTTPS. Donc il y a pas mal de choses très intéressantes. Et finalement, c'est grâce à ce genre de produit aussi que je suis devant vous aujourd'hui à présenter les choses, puisque j'ai voulu continuer et apprendre et continuer d'apprendre en étant un GDE. Donc App Engine, c'était un PaaS. Donc il y avait un certain nombre de contraintes. Donc on était limité en nombre de runtime. Donc il y avait du Python, du Java à l'époque. Moi j'avais pas mal joué du coup avec Groovy pour créer par exemple Pétanque Party pour m'amuser un petit peu. Et puis il y a besoin de librairies spécifiques. Par exemple pour faire un appel HTTP, on était obligé d'utiliser une librairie made by Google pour pouvoir faire cet appel-là. Donc bon, on va dire qu'il y avait quand même un certain vendeur lock-in par rapport à tout ça. Après, à côté de ça, en local, je pouvais développer. Je pouvais du coup déployer avec une commande. Je pouvais plugger directement un nom de domaine custom assez facilement. Je pouvais uploader plusieurs versions et qu'elles soient presque prêtes pour la production. Alors, ça veut dire que l'idée, c'était déjà d'être dans une démarche un peu où on était stateless, hein, et de pouvoir quand même déployer des choses et que le côté data store, ça soit équivalent. J'avais une solution de data store pour stocker de la donnée, peu importe le nombre d'instances. Et puis, sur le nombre d'instances, j'avais automatiquement du coup du scaling de 0 à n. Donc, c'est vrai que la nuit, quand personne jouait à la pétanque, voilà, mon produit pétanque party ne tournait pas. Et puis, donc j'avais un quota assez intéressant aussi, mais grâce à l'aspect scaling depuis 0, c'était intéressant. Et puis le CDN aussi pour mes fichiers statiques qui était disponible directement. Donc c'est vrai que ça, c'était en 2010. Et puis, quand je regardais ça par rapport à ce que je faisais en entreprise, ça me paraissait apporter beaucoup de valeur sans forcément plus de complexité. Donc si je représente un petit peu cette échelle-là, donc j'ai voulu mettre la complexité et la valeur, et finalement le rond avec le point d'interrogation, c'est finalement ce que je faisais en entreprise. C'est-à-dire que j'utilisais des libs tierces avec du Maven, de quoi passer du XML, du JSON pour faire un produit HTTP dans mon entreprise. Bon, là, on va dire qu'en termes de complexité, c'était pas beaucoup plus complexe, hein. Il fallait quand même que j'utilise des libs particulières. Mais la grosse valeur, c'est que j'étais directement disponible partout dans le monde, assez facilement, avec la possibilité de jouer sur les versions, etc. Donc vraiment quelque chose d'intéressant. Donc App Engine, vraiment un produit très intéressant, et du coup, qui a fêté pas mal ces années, et qui a vécu en fait en même temps que Google. C'était le premier produit côté Google Cloud finalement, avant l'AVM, hein. Et donc c'est toujours intéressant de comparer aussi avec Amazon qui a sorti d'abord de l'AVM et après leur produit PaaS, et Google qui avait misé de suite sur App Engine. Donc ça, c'était mon petit parcours à découvrir finalement le cloud. Et puis après, il y a eu toute une notion de conteneurisation qui est arrivée. Donc là, on avance un petit peu dans le temps. Et puis, moi, je découvre en 2016 Docker. J'ai eu la chance d'aller, par exemple, au Google I.O., justement, à San Francisco. Et puis, c'est vrai que c'était un mot qui ressortait souvent, même au bar ou autre, on entendait des gens sortir le mot Docker et tout. Donc, c'était assez impressionnant, tout le monde en parlait. Et puis, en revenant, du coup, en France, moi, personnellement, ou même côté Zenica, j'ai voulu tester cette technologie qui paraissait innovante, de pouvoir travailler sur des choses de façon isolée, répétée, sans forcément mettre la grouille sur son laptop quand on veut télécharger des dépendances ou autre. Donc, c'était des concepts assez sympas. Par contre, il a fallu se remettre à des concepts Linux, mais finalement, c'est peut-être plutôt cool. Donc moi, Docker, du coup, il a fallu apprendre Docker, apprendre le Dockerfile. L'installation à l'époque n'était pas évidente, hein, sur les postes de dev ou Mac, Windows, c'était quand même
branle-ballant. Puis si on voulait jouer un petit peu avec Docker, fallait connaître un petit peu les options côté démon, fallait comprendre les concepts qu'il y avait derrière côté Linux. Et puis il y avait toujours la question de la sécurité qui revenait souvent quand même en 2016 au début de Docker. Est-ce que c'est sécurisé, etc. Est-ce qu'on va aller en prod avec du Docker, etc. Après, il y a tout le bon côté que je trouvais, c'est que c'était un projet open source et qui était populaire. Donc ça, c'était vraiment cool. Ça permettait vraiment d'avoir des concepts on peut reproduire un petit peu d'infra as code quand même, mine de rien, avec cette notion de Dockerfile qu'on écrit et puis on peut répéter des choses par rapport à ce qui est fait à l'intérieur. Ça permettait de marcher avec n'importe quel runtime. Les conteneurs, ça démarrait plus vite quand même que ce qu'on pouvait avoir en termes de VM ou autre. Et puis, il y avait vraiment une explosion de sa popularité, que ça soit finalement avec les images disponibles et finalement les services aussi disponibles côté cloud provider. Donc ça aussi, c'est un élément qui était très intéressant de voir qu'il y avait vraiment une popularité et que ça prenait bien. Donc finalement, si je reviens à mon échelle de tout à l'heure, j'avais App Engine qui était un PaaS, qui avait quand même une limitation en termes de runtime par exemple. Et Docker, du coup, m'a franchi de cet aspect-là. Donc, ça peut apporter plus de valeur, puisque je pouvais à la fois être finalement à faire du Docker on-premise, mais aussi chez pas mal de cloud providers. Par contre, un peu plus complexe, il fallait connaître un peu le concept de conteneur, de Dockerfile. Voilà, donc ça rajoutait certains principes qui sont plutôt bien d'infra as code, mais du coup, il fallait aussi apprendre certains concepts côté Linux ou Docker en tout cas. Bref, moi, je suis très content de cette technologie-là. J'aime bien la techno. Et du coup, côté Zenica, je suis passé formateur officiel Docker pour continuer à apprendre et expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, je suis un petit peu ce que fait Docker. Et puis, on voit quand même finalement dans l'histoire le fait que tout cet aspect-là de concept Linux ont permis finalement aux cloud providers de s'exprimer. Et voilà, les deux vont un petit peu ensemble. Et donc, j'ai juste retracé rapidement l'adoption finalement côté Docker, mais il y a eu un autre élément qui est arrivé, qui est Kubernetes, le fameux Kubernetes, K8S pour les intimes, Case pour ceux qui veulent faire l'anglicisme. Ce qui est très intéressant du coup avec Kubernetes, c'est surtout aussi l'aspect qu'il a été du coup redonné à la CNCF en 2016. Je pense que c'est un événement vraiment clé pour le succès du projet. Donc maintenant, on a parlé un petit peu de la notion de cloud, de PaaS, un petit peu de la notion de conteneurisation, et puis maintenant, on va en venir à la notion d'orchestration. Donc la notion d'orchestration, moi je découvre ça en milieu 2018, je commence à m'y intéresser. Et puis il y a une première presse en janvier 2019 au GDG Cloud Lyon avec Eric Briand. On essaie de présenter un petit peu ce concept-là qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière finalement le Kubernetes et différents concepts. Rapidement, du coup, on comprend qu'il y a pas mal de choses très intéressantes avec Kubernetes, que c'est vraiment fait pour faire du scaling à plus grande échelle que juste du Docker qu'on a sur son poste, où on peut gérer, je ne sais pas moi, entre 1 et 10 conteneurs. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir l'orchestration à scale, donc plutôt dans les volumes de 100, 1000, 10 000 conteneurs à gérer. Donc, les inconvénients, il y a pas mal de nouveaux concepts, mine de rien, à comprendre, la notion de pod, de service, donc on réapprend quand même pas mal de choses. La syntaxe YAML qu'il faut aussi quand même maîtriser un minimum. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, avec pas mal d'IDE, on s'en sort quand même facilement. Et puis, les éléments qui sont très sympas avec cette notion de Kubernetes qui est arrivée après la notion de conteneur, c'est que, pareil, il y a une popularité autour de ça, beaucoup de talks. Là encore, à Cloud Sud, il y a beaucoup de talks autour de Kubernetes. Tous les grands cloud providers s'y ont mis. Et puis, vraiment, l'idée d'apporter encore d'autres notions supplémentaires, vraiment la notion de pet versus cattle, donc vraiment l'idée de gérer un troupeau et pas juste son petit animal dans son coin qu'on connaît, où on fait son SSH, on sait où sont les logs. Là, vraiment l'idée de gérer vraiment quelque chose at scale. Et puis, vraiment aussi cette notion d'orchestration où à chaque fois, on va nous déclarer l'état que l'on désire et on va laisser la main à l'orchestrateur pour faire en sorte que l'état actuel corresponde à l'état désiré. Et ça, c'est génial parce que ça permet de faire de la résilience. Quand un nœud tombe, hop, ça va repopper un nœud quelque part et puis ça va remettre les pods dessus, ça ne correspond pas. Ça va permettre aussi de faire du scaling. Donc, on va lui dire, finalement, j'en veux pas 2 réplicas, mais j'en veux 5. Paf, l'état actuel va se modifier pour arriver à l'état désiré qui était 5. Donc, il y a tout ce qui est scaling. Et puis, tout ce qui est upgrade aussi, l'auto-upgrade, etc. Donc, Kubernetes qui permet vraiment de se dire, finalement, ce n'est pas la version 1.0 que je veux, mais la version 1.3. Hop, du coup, il va regarder l'état actuel par rapport à l'état désiré et toujours faire en sorte que les deux coïncident. Donc, vraiment quelque chose de très intéressant en termes d'orchestration.
Donc, si je reprends mon petite échelle de valeur complexité, bah, je trouve que Kubernetes c'est intéressant, mais ça apporte quand même beaucoup plus de complexité. Et en valeur, bah, ça apporte un peu de valeur, mais je dirais pas forcément tant que ça. Alors, dans mon cas, hein, dans mon expérience, parce que je ne gère pas des milliers de pods, des milliers de conteneurs au jour le jour, il y a des cas vraiment où Kubernetes a permis à des entreprises vraiment à tenir leur charge et à vraiment rationaliser leur IT. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a des choses intéressantes, mais ça apporte quand même de la complexité. Et puis, je commence du coup à regarder, à travailler. Je passe la Kubernetes, donc CKAD, Certified Kubernetes Application Developer, pour regarder un petit peu ce que je connais et ce qui est valable. Et puis en fait, je découvre aussi qu'il y a toute la partie administration de Kubernetes. Et c'est vrai que moi, historiquement, je suis plutôt un développeur qui s'intéresse un petit peu sur la façon dont on peut héberger des applications, mais je ne suis pas finalement un ops dans l'âme. Et du coup, j'ai commencé à regarder ce qu'on pouvait faire avec Kubernetes. Et en échangeant avec d'autres personnes et en essayant de regarder ce qu'il fallait faire pour réaliser un truc un petit peu comme App Engine, où j'avais du custom domain, du traffic splitting, etc. Bah, finalement, je pouvais le faire, mais il fallait que je rajoute des éléments dessus. Donc Kubernetes peut faire beaucoup plus. Il y a un certain nombre de choses qui sont en standard, comme par exemple tout l'aspect health checking qui est très intéressant, le load balancing entre vos pods, les rollout upgrades, ce genre de choses. Mais par contre, si on veut faire du domaine custom, bah, il fallait un élément supplémentaire. Si on voulait faire du service mesh, bah, il fallait peut-être un élément supplémentaire. Si on veut faire du scaling depuis zéro, bah, il fallait peut-être avoir d'autres choses. Alors, ce qui est pratique, c'est que Kubernetes, c'est une grande communauté, c'est un des projets les plus populaires et successful finalement côté open source. Donc, il y a plein d'éléments de plugins qui sont disponibles. Par contre, à chaque fois, il faut quand même connaître un petit peu le plugin, comment ça s'installe et tout. Et puis, quand on commence à regarder ça, bah, Kubernetes en lui-même, il faut l'upgrader. Il y a quand même un cycle de release assez fréquent côté Kubernetes. Et puis, si on veut stocker des objets stateful, si on veut faire du backup, de la sécurité, le plugin .iam, regarder le pricing par projet ou par produit, etc., bah, c'est quand même complexe par rapport à ça. Et finalement, je trouve que ça fait trop de choses pour moi qui est plutôt vraiment un utilisateur de la technologie pour réussir à faire des choses. Donc finalement, si je place Kubernetes par rapport à tout ça, finalement, je me retrouve avec une zone qui est finalement beaucoup plus complexe, mais qui peut apporter aussi plus de valeur en fonction de ce qu'on veut faire, parce que tout ce qu'on le fait là, on peut le faire sur son cluster chez soi, on peut le faire on-premise, on peut le faire. Voilà, ça apporte toute la notion de cluster management apporte beaucoup de briques et de possibilités supplémentaires, mais il faut pouvoir comprendre, mesurer, adapter, mettre à jour. Donc voilà. Donc est-ce qu'on finalement on est cette démarche un petit peu côté Kubernetes, on parle aussi de cloud native, bah, finalement est-ce qu'on n'essaie pas de se rapprocher, de ressembler à ce que moi je pouvais faire déjà avec un App Engine en 2010. Ok. Donc c'est la question que je me pose. Et puis bah, plus j'avance dans Kubernetes, plus voilà, ça résume bien mon état d'esprit. J'ai bien aimé Docker. Je m'étais dit, bah, peut-être que c'est l'étape d'après, finalement, de bien connaître Kubernetes en tant qu'utilisateur, peut-être aussi en tant qu'admin. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que non. Voilà, l'excitement à côté Kubernetes a laissé la place à la vue de la montagne de connaissances qu'il fallait avoir pour maîtriser correctement Kubernetes. Donc, vraiment, je me suis dit, bon, voilà, il faut que je reste sur mon point de vue dev et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde actuel pour, bah, voilà, pour déployer mes différents projets, services, produits. Et qu'est-ce qu'il faudrait que j'utilise du coup par rapport à ça. C'est là où la notion de serverless, je trouve, est intéressante et avec bah, différents niveaux qu'on va voir ensemble. Donc, il y a un produit qui est arrivé du coup en 2019 qui s'appelle Cloud Run. Historiquement, quand on parle de serverless, il y avait donc App Engine créé en 2010 qui a la notion de PaaS, Platform as a Service. Donc l'idée vraiment où on a son code source, on va l'uploader. Donc par exemple, je sais pas, du Node.js ou du Java ou du Python, enfin que sais-je. On upload du coup ce code-là et puis bah, il est servi en HTTP par le cloud provider. Ok, donc ça assez classique. Il y a eu une notion popularisée par les lambda côté Amazon, côté Google Cloud, c'est les Cloud Functions, la notion de FaaS, Function as a Service, qui est dans l'idée d'avoir quelque chose qui fait un peu la glue entre différents services, qui est très orienté événementiel, et sur lesquels on peut plugger voilà, pas mal de choses, donc détecter voilà, un nouveau fichier qui arrive dans un bucket, voilà, pouvoir
faire ce genre de choses qui est très intéressant. Et puis, on a un truc qui est un peu ovni, qui s'appelle Cloud Run, qui est arrivé du coup côté Google Cloud en 2019. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ce qu'ils appellent une Serverless Container Solution. Bon, ça ne parle pas forcément, mais l'idée vraiment d'avoir quelque chose qui est orienté un petit peu entre le PaaS et Kubernetes. OK? On va voir ça un petit peu derrière. Donc, il y a un certain nombre de contraintes par rapport à ça, en termes de contrat pour le conteneur, et puis en termes de limitations sur l'instance pour pouvoir faire des choses. Par exemple, ce qu'il y a dernièrement, on ne pouvait pas faire plus de 8 gigas, par exemple, pour son instance. On n'a pas plus de 250 requêtes concurrentes au même container. Donc déjà, on voit qu'il y a une différence de philosophie aussi avec le PaaS, avec le FAS, pardon. Là, on peut avoir plusieurs requêtes concurrentes vers la même instance. Bref, voilà, il y a un certain nombre de contraintes par rapport à ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout un tas de choses qui viennent avec, qui sont le pricing model. Donc côté Cloud Run, on va payer vraiment à la requête, au temps de requête qui est utilisé sur notre serveur et pas en fait au temps où notre conteneur est up. Ok, donc s'il y a une requête qui entre, hop, on fait quelque chose et elle ressort, on va payer juste ce temps-là, alors que notre conteneur est peut-être up depuis plus longtemps et peut-être va accueillir une autre requête après derrière. L'aspect simplification du déploiement, ça c'est vraiment quelque chose aussi que je trouve génial historiquement avec Docker, c'est qu'on a un packaging vraiment qui est un peu universel. Que ce soit justement du Python, du Java, du Go, du je ne sais quoi. On peut quand même aujourd'hui, du coup en 2022, packager ça dans une image Docker, la publier dans une registry et pouvoir l'utiliser. Donc évidemment, Cloud Run se base énormément là-dessus. On va voir directement dans Cloud Run tout ce qui est trafic, custom domain name, donc pouvoir plugger son nom de domaine particulier. Ça, pareil, juste en quelques lignes ou en quelques clics dans la console Google Cloud. On va avoir du traffic splitting entre différentes versions, donc on va pouvoir avoir différentes versions qui sont up à un instant T et pouvoir dire celle-là, je l'envoie par exemple à des testeurs ou je l'envoie, je sais pas, un certain nombre d'utilisateurs qu'on connaît qui pourraient tester l'application avant de tout mettre en production. Donc ça, on l'a directement en natif, l'aspect traffic splitting. Et puis, comme je l'ai dit, on profite de la portabilité des conteneurs. Donc, il y a pas mal de choses où on peut, c'est basé sur pas mal de produits open source côté Cloud Run. Ils ont ajouté la notion de build pack aussi pour les personnes qui ne connaissent même pas d'ailleurs l'aspect Docker conteneurisation. Donc, ça va, les build packs, c'est l'idée de reconnaître un petit peu quel est votre code, est-ce que c'est du Python, du Node.js, etc. et de créer du coup l'image Docker qui lui correspond. Donc ça aussi, quelque chose d'intéressant. Les build packs d'ailleurs sont côté CNCF pour info. Et il y a le scaling depuis 0 jusqu'à N, donc vraiment du scaling intéressant, je trouve. Hein. Depuis le début, moi j'avais ça avec App Engine historiquement, et je trouve ça plutôt cool dans une démarche d'éco-conception, etc., de partir vraiment de 0 et pas de 1 par rapport à ça. Et puis l'aspect vendor lock-in, on reviendra un petit peu dessus avec Knative. Donc si je replace Cloud Run par rapport à ma vision justement de App Engine, Docker, Kubernetes, Cloud Run en fait finalement fait un mix en fait de App Engine et Docker et apporte vraiment pas mal de valeur puisque j'ai plus cet aspect lock-in qu'on avait. Je peux redéployer du coup ça potentiellement sur un autre cluster Kubernetes par exemple chez moi, mais je peux, c'est pas une obligation. Mais du coup, j'ai pas cet aspect vendeur lock-in. J'ai repris aussi une petite définition de la notion de serverless. Donc ça, c'est dans le working group serverless de la CNCF. Ce qui est intéressant de voir dans leur définition, c'est l'idée de se dire que le serverless, c'est quelque chose qui ne requiert pas de server management. Donc vraiment, tout ce qui est mise à jour d'OS, mise à jour, par exemple, de votre Kubernetes, là, du coup, on n'est pas dans le monde du serverless. L'idée, c'est d'avoir du coup un déploiement qui est assez fin, où l'application ou des fonctions sont uploadées et sont exécutées, scalées et facturées en réponse au temps exact de l'utilisation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui correspond bien à ce qu'on voit avec Cloud Run. Okay, donc on a notre application qui est bundlée sous format d'image Docker et du coup qui scale et qui est facturée du coup au temps de réponse qu'on a exactement. Donc si je reprends mon schéma pour finir, en fait, la notion de valeur et de complexité, finalement, le serverless, c'est l'idée vraiment d'aller tirer vers de la valeur et de diminuer la complexité pour moi. Alors, complexité, finalement, ce que je me rends compte, c'est que la valeur, c'est d'avoir quelque chose qui soit facile à déployer, à scaler, à monitorer en tant que développeur. Et finalement, la complexité pour moi en tant que développeur, c'est faire tout ce qui est server management,
Et finalement, c'est quelque chose que je veux essayer de diminuer le plus possible. Donc Cloud Run, par rapport à ça, on va faire un petit focus de Cloud Run pour expliquer un petit peu et remettre ça en perspective. Si on prend un petit peu historiquement, donc ça vous l'avez déjà vu, hein, la notion on le montre aussi des fois avec la notion de pizza as a service. Donc on a la notion on-premise où on a tout un tas de choses qu'il faut gérer. Côté infra, donc côté IaaS, infrastructure as a service, donc on a pas mal de choses à gérer. Après la notion de CaaS, container as a service, avec on va dire l'orchestrateur Kubernetes maintenant, qui est valable chez tous les cloud providers. On a la notion de PaaS, Platform as a Service, et de Function as a Service. Et en fait, on voit que la zone serverless, c'est plutôt donc, les Function as a Service, comme je l'ai dit, la notion de PaaS, et puis on a Cloud Run, qui est un petit peu, on va dire, entre du Kubernetes et du App Engine, qui est un mix un petit peu entre les deux, puisqu'il profite en fait de l'avantage de la containerisation, tout en ayant la souplesse finalement du Platform as a Service. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Cloud Run, l'idée, hein, c'est vraiment de packager tout ce qu'il faut donc, dans des conteneurs. Donc, l'avantage, c'est on peut mettre n'importe quel langage, n'importe quel binaire dans son conteneur. Et puis, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, la popularité de Docker a fait qu'on a tout un tas d'images de base disponibles dans l'écosystème. Cloud Run se base sur Knative. Donc, c'est un projet d'ailleurs qui vient d'arriver dans la CNCF. Du coup, on a différents modes pour Cloud Run. Pour résumer, tout à droite, on a le Knative Everywhere, c'est-à-dire que Cloud Run, c'est basé sur Knative. Donc, on peut imaginer pouvoir redéployer son Cloud Run sur un Kubernetes qu'on a en local ou ailleurs, d'ailleurs, et au moment qu'il y ait Knative, et puis que du coup, ça puisse comprendre le YAML de Knative. On peut aussi gérer tout à gauche quelque chose qui est fully managed, proposé par Google, où là, du coup, côté Cloud Run, ça va être hosté par Google, mais on ne sait pas où. OK, donc quelque part sur l'infra côté Google Cloud. Et puis entre les deux, on a Cloud Run pour Anthos, où là, du coup, c'est plus Anthos, la marque un peu multi-cloud côté Google Cloud, de dire que si on a des clusters plugués côté Amazon ou on-premise, mais que c'est quand même géré avec Anthos, donc on le voit côté Google Cloud, et ben on peut dire Cloud Run déploie-toi sur tel cluster côté Kubernetes. Côté contrat des conteneurs, bon, il y a un certain nombre de contraintes, mais c'est un petit peu aussi comme App Engine. Ce que j'aime bien raconter, c'est que en 2010, App Engine, il y avait des contraintes. La requête ne doit pas dépasser de mémoire, c'était 60 secondes, ce genre de choses. Finalement, on peut le prendre comme des contraintes, mais finalement, c'est peut-être une bonne façon aussi de développer. Donc, d'être stateless, d'essayer de répondre rapidement, d'avoir un serveur HTTP qui démarre. Alors là, en plus, 4 minutes, c'est déjà beaucoup, je trouve. Voilà. Donc ça, c'est des choses où, en fait, on a des contraintes, mais il faut le voir comme une opportunité aussi de finalement faire des choses qui sont plus à l'état de l'art aujourd'hui et pas avoir un serveur qui démarre en 8 minutes. En termes de ressources, bon, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Voilà, on a parlé un petit peu, 8 gigas. Ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que par contre, on va avoir vraiment plusieurs requêtes concurrentes sur la même instance, le même conteneur. Donc ça, c'est le truc qui est vraiment intéressant. Et puis le pay-per-use, donc comme on l'a dit, hein, on va être à une facturation E-requête. Donc on va être sur une granularité à 100 millisecondes par rapport à ça. Donc Cloud Run, quand est-ce que ça marche bien? Quand on est stateless, bon, c'est le monde des containers souvent qui est un peu comme ça, quoique ça change pas mal aussi côté Kubernetes, mais il y a l'idée aussi d'être en HTTP, donc ça supporte pas mal de choses, hein, du gRPC, du HTTP. L'idée vraiment de pouvoir scaler facilement sans forcément le prévoir trop à l'avance, donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Hein. Moi, mon petit projet de pétanque, comme je disais, pétanque party, je ne devinais pas forcément quand est-ce que tout le monde allait faire de la pétanque. Et du coup, il y a des scores, voilà, quand il y a des championnats ou autres qui arrivaient. L'idée de pouvoir scaler en fait de façon transparente sans forcément que j'ai besoin de faire du serveur management, justement. Et puis, les contraintes, comme on l'a dit, voilà, faut utiliser des conteneurs. Et puis, pas de background task. Bon, il travaille pas mal côté Google Cloud, justement, à gérer ces aspects-là. Il est 15h, je vous propose du coup de passer sur une petite démo pour vous montrer un petit peu plus en détail ce que c'est Cloud Run. Alors, je vais désactiver le partage et réactiver le partage. Excusez-moi pour... Donc là, normalement, vous voyez bien mon écran.
Non. Ah oui, il faut que je partage l'écran. Hop. Voilà. Donc là, hop, Inception. Donc là, pour faire assez simple, j'ai fait un petit projet Node.js qui fait pas grand-chose, hein, qui fait juste un joli démo for Cloud Sud with Cloud Run, avec un petit soleil quand même, c'est Cloud Sud. Du coup, j'ai créé un service côté Google Cloud. Donc Google Cloud, en gros, il y a le burger menu. On clique sur Cloud Run. Vous voyez que j'ai différents services disponibles. Je vais créer un nouveau service. Ok, je vais partir donc d'une image, puisqu'on a dit que du coup, on déployait des conteneurs. Donc, dans mon Hello World Event, je vais avoir un Cloud Sud ici, que je vais prendre en numéro 1. Il faut que je donne un nom à mon service. Donc, Cloud Sud 2022. Et la région, du coup, il va falloir que je choisisse une région. Ce qui est intéressant de voir, là, vous voyez qu'il y a directement la notion de low CO2. Et des fois, on ne sait pas trop où aller chercher les infos. Donc, Google a sorti un région picker. Je le montre juste rapidement pour montrer un petit peu ce qui vous paraît le plus important, vous. Donc, donc on va prendre la France. Hop. Et donc, ce qui m'intéresse, par exemple, moi, c'est pas tant le prix que avoir une empreinte carbone la plus petite possible et un peu moins de latence. Et ben, il m'indique que du coup, il faut que j'aille plutôt en Europe North 1, donc en Finlande, puisque ce data center, du coup, est assez récent, a été créé, on va dire, avec l'état de l'art côté carbone footprint pour la diminuer le plus possible. Donc ça, c'était juste un petit nota bene, mais donc, du coup, dans ce que je vais choisir, je vais essayer d'aller, du coup, dans ce data center-là, donc en Finlande. OK. Là, du coup, je vais laisser les trucs par défaut. Je vais juste autoriser des invocations publiques. Comme ça, vous pourrez utiliser, du coup, ce service-là. Donc là, il est en train de créer tout ce qu'il faut pour déployer donc, mon petit Hello World Cloud Sud 2022. Il est en train de créer une révision. Donc, une révision, c'est le fait d'avoir cette version-là qui est déployée. Et puis maintenant, je vais pouvoir cliquer dessus et aller voir ce que ça donne. Donc là, hop, vous voyez un petit démo for Cloud Sud with Cloud Run. OK, donc très très bien, on a un premier élément. Et comme je vous ai dit, j'ai mis du coup une nouvelle version avec un petit soleil. Donc je vais mettre une version 2, hop, qui était disponible déjà ici. Et puis on pourra se faire une version 3 où on mettra ce qu'on veut dessus. Donc je déploie une version 2, j'indique rien de spécial, je touche à rien. Et d'ailleurs, je ne vais pas lui dire de mettre 100% du trafic sur cette révision-là. Donc, je vais la déployer, mais pas la mettre en production. Donc, ça veut dire qu'elle est prête, elle est vraiment déployée du coup sur Google Cloud, mais elle n'est pas en production dans le sens où mes utilisateurs, avec leur URL principale, ils voient toujours en fait cette version-là. OK ? Moi, ce que je peux faire, c'est ajouter une révision URL pour donner un nom spécifique. Donc là, par exemple, je vais ajouter que c'était la révision soleil. OK. Donc, il est en train de me créer une révision soleil. Et du coup, je vais avoir une URL dédiée pour accéder à cette version-là. OK. Donc, j'ai un soleil Hello World, Cloud Sud. OK. Donc là, vous voyez que j'ai ma version en production qui est celle-ci, où il n'y a pas le soleil. Et j'ai déployé une version où il y a le soleil. OK. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que j'ai 0% du trafic. Donc, la version par défaut, elle pointe toujours sur l'élément où il n'y a pas le soleil. Donc, l'idée, évidemment, c'est de pouvoir éditer justement ce trafic-là et dire finalement que sur donc le soleil, je veux... on ne voit rien là, avec le capteur d'écran. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Je vais peut-être diminuer un peu la taille. Hop. Donc, là, j'ai indiqué normalement que je veux 100% sur soleil. Et donc maintenant, j'ai 100% du trafic sur soleil, mais sachant qu'il a toujours une URL aussi dédiée qui s'appelle soleil.
Donc ici, sur l'URL où j'ai indiqué soleil, bah, j'ai toujours mon soleil. Et sur l'URL par défaut, maintenant, j'ai le soleil qui est apparu. OK, donc super, déjà, premier niveau de la démo a fonctionné. Ce qui est intéressant de montrer, du coup, c'est d'aller peut-être un peu plus loin et de montrer comment on peut builder un élément. Donc là, j'avais mis un soleil. Ce qui serait pas mal quand même, c'est d'ajouter du coup une petite fusée. Hein. C'est toujours intéressant, hop, de dire qu'on va dans le cloud. Donc une fusée, un petit nuage. Hop, je sauvegarde. Et puis ici, du coup, j'ai normalement la commande pour soumettre ça dans le Cloud Build. Et donc, on va créer une troisième version. Je vais appeler Cloud Sud 3. Donc, il va déployer. Donc là, j'utilise Cloud Build pour ne pas builder en local. Là, j'envoie mes infos côté Cloud Build, hein, qui est un élément de CI/CD côté Google Cloud, donc qui est dans mon projet. Et c'est lui, en fait, qui est en train de builder côté Docker. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, bah, niveau réseau, moi, j'ai rien de spécial à faire là. En plus, je suis en train de donner une conf, donc j'ai pas envie forcément que le débit chez moi soit pris. Donc là, il a uploadé les éléments, et puis il est en train de builder tout ça. Ok, donc vous voyez, là, il est en train de pusher les layers dans du coup la registry, et il m'indique que c'est fait. Ok, donc là, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir aller regarder si je peux déployer une nouvelle version du coup sur mon Hello World Cloud Sud 2022, qui a ajouté du coup une fusée. C'est quand même hyper important d'ajouter une fusée. Je vais sur Hello World Event, je choisis mon Cloud Sud 3. Ok, j'indique rien de spécial parce que j'ai pas d'éléments. Et puis, cette fois-ci, non, on va toujours pas déployer 100% du trafic. Je préfère éviter. Donc, sachez que ce que je fais d'ailleurs dans l'interface, hein, on peut le faire aussi en ligne de commande, soit avec Gcloud, voilà, soit avec d'autres systèmes côté infra as code, on va dire. Ok, donc là, il est en train de déployer, c'est disponible. Donc là, je vais l'appeler Rocket, ça me paraît pas. Bon, on va mettre en français. Fusée. Tac. Donc, je suis en train de donner le nom Fusée à ma nouvelle version. Il y a 0% du trafic. Donc ça, c'est le truc hyper intéressant, je trouve. Et ça, c'est un point intéressant, c'est que sur App Engine aussi, ce que j'ai pas raconté comme anecdote, c'est que des fois, par exemple, pour le site du DevFest, j'expliquais que je mettais en production dans le tram ou dans le bus. C'est-à-dire que il y a une application mobile pour Google Cloud, et en fait, mettre en prod, vous l'avez vu, hein, c'est juste d'indiquer en termes de trafic, est-ce que je mets 100% sur cette version-là ou sur une autre version. Et en fait, ça, on peut le faire avec l'application mobile. Donc voilà, j'embêtais les gens en disant que déjà dès 2013-2014, je mettais en prod dans le bus. Bon, c'est un peu triché, hein, parce que c'était juste mettre 100% du trafic quelque part, mais voilà. Donc là, vous voyez mon fusée qui fonctionne. Et donc, du coup, voilà, j'ai quelque chose de disponible. J'essaie de reprendre juste le chat, à la limite, si je peux mettre hop, dans la room l'URL. Voilà, vous pouvez voir du coup la fusée et le soleil. Tac, c'est ici. Voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ok, dernier truc aussi qui est intéressant de montrer avec le manage traffic, c'est que on peut, donc l'idée hein, évidemment c'est de donner par exemple la version fusée à je sais pas, des gens qui veulent tester, à des gens côté produit pour vérifier que ça fonctionne bien, qu'il y a bien la fusée. Ça peut être aussi, si vous avez des bêta-testeurs, des clients privilégiés, de pouvoir ouvrir ça en mode canary release, ce genre de choses. Donc d'ouvrir en fait la possibilité de tester en avance et de regarder un petit peu comment ça se comporte. Et donc après, on peut aussi imaginer du coup modifier tout ça et changer le trafic au fur et à mesure et dire je veux 15% du trafic tac. Donc je veux 15% du trafic sur du coup la version fusée, si je ne me suis pas trompé. Et du coup, ça permet du coup vraiment de faire de l'A/B testing finalement. Hein. Donc cette URL là, qui est publique, je vais avoir du coup des chances du coup d'arriver soit sur la version fusée, soit sur la version soleil. Et donc de pouvoir modifier ça dans le temps en fait. Hein. Hop, et donc de passer peut-être à 50-50. Comme ça, en fait, je vais pouvoir vous montrer que sur mon poste, normalement, à peu près une fois sur deux, quand je vais refresh, j'aurai soit le soleil, soit la fusée. Donc, pour rappel, j'ai toujours ma fusée qui est ici, mais qui a une URL dédiée. Mon soleil qui est ici, qui a son URL dédiée. Et là, qui est l'URL publique. Et donc, maintenant que c'est passé à 50-50, si je refresh,
Voilà, c'est apparu. Je fais des refresh, ça disparaît. Bon, voilà. On pourrait calculer que c'est bien un sur deux, mais ça a l'air de ressembler à ça. Donc voilà. Donc c'était pour montrer un petit peu Cloud Run sur l'aspect révision, qui est vraiment une des features les plus intéressantes, notamment parce qu'on peut plugger du coup son custom domain là sur les URL qu'on peut créer. On a parlé tout à l'heure de l'aspect serverless. Donc là, on est sur quelque chose qui répond à du HTTP. On a dit aussi que l'idée du serverless, c'est de ne pas avoir de server management. Donc si je regarde un petit peu ce qui est disponible, je vais avoir différentes métriques disponibles directement dans du coup mon élément Cloud Sud. Je vais avoir des logs qui sont directement récupérés. Alors donc là, c'est la sortie standard de mes conteneurs. Tac, on voit que j'ai pas une Favico ici. Du coup, j'ai eu du coup une 404. Mais sinon, on peut voir un petit peu les réponses qui sont générées. OK. Et si j'ai des éléments plus complexes, je peux avoir plus d'infos sur mes logs. Les révisions, on en a pas mal parlé, donc la notion de révision qui est disponible, où je vais avoir du coup, par exemple, mes différents éléments, les infos sur mon conteneur que j'ai créé, les variables et secrets qui sont potentiellement utilisés, les connexions, par exemple, si je veux me connecter à un MySQL ou un Postgre, ce genre de choses. Côté sécurité, on a le service account qui est utilisé, et puis le YAML qui potentiellement peut être intéressant pour transférer ce YAML-là, du coup, qui est un YAML vraiment qui est native. Donc on pourrait réutiliser du coup sur un autre cluster Kubernetes qui est native. Le trigger, là aujourd'hui, on est en mode ingress tout trafic en HTTP. Et côté Google Cloud, du coup, ils ont ajouté Event Arc, qui est en gros l'implémentation de Cloud Events de la CNCF par Google Cloud pour pouvoir, en fait, on va dire, apporter plus de liens, plus d'événements, en fait, à ces solutions serverless et notamment Cloud Run. Voilà. Donc, il y avait pas mal de choses de disponibles, la notion de permission. Donc, tout ça, vraiment quelque chose d'assez simple et de disponible directement avec Cloud Run côté Google Cloud. Hop. J'ai fini avec la démo. Je vais redépartager et repartager un autre élément. Alors, share screen, tac. Donc c'est bien, les dieux de la démo étaient avec moi, ça a bien marché. Ok, 15h09. Donc rapidement pour conclure à ce moment-là un petit peu de serverless. Donc moi ce que j'aime bien raconter, c'est que historiquement avec App Engine, j'avais de quoi faire des applications web qui stockent de la donnée, qui font du HTTP, puis en plus qui évoluent, on va dire, avec les serveurs de Google. Donc au début, j'étais en HTTP 1.1. Après, quand HTTP 2 s'est démocratisé, automatiquement, c'est passé en HTTP 2. Et puis là, si je regarde aujourd'hui, même mes vieux sites qui étaient en App Engine il y a très longtemps, ils servent les infos en HTTP 3. Donc voilà, on a tout un tas de choses de disponibles avec App Engine et qu'on retrouve avec Cloud Run. Ça peut répondre en fait à la majorité des use cases d'application. Ce qui est intéressant du coup avec Cloud Run, c'est que c'est un des top projets côté Google Cloud, donc ils investissent beaucoup là-dessus. Et finalement, je me pose beaucoup la question là maintenant depuis un an et demi, si App Engine ne va pas finalement disparaître au profit de quelque chose comme Cloud Run, puisque même sans connaissance finalement du monde de la conteneurisation, avec les build packs, on a quelque chose qui peut construire son application donc avec une image Docker et le mettre à disposition pour Cloud Run. Donc ça permet en fait finalement d'avoir quelque chose un peu comme App Engine, mais qui est plus flexible, puisqu'on a quelque chose d'interopérable, ce que j'indique dans l'élément du dessous avec l'aspect Knative. Et puis l'aspect une meilleure développeur expérience avec le monde vraiment du serverless, où on peut vraiment émuler peut-être localement plus facilement que si on doit démarrer son cluster Kubernetes, si on doit faire pas mal de choses. Pareil aussi, comme indiqué, il y a, que ce soit avec les build packs ou tout un tas de plugins VS Code ou autre, on peut vraiment avoir vraiment une architecture Cloud Run disponible rapidement pour tester des choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Sur l'aspect plus serverless, si on prend un petit peu de distance par rapport à tout ça, et pourquoi j'indiquais qu'on n'a pas forcément besoin de Kubernetes, c'est qu'en fait, Kubernetes peut, dans plein de cas et pour plein de raisons différentes, correspondre à ce que vous voulez faire. Ce qui est intéressant, là, je trouve, avec le monde du serverless, et notamment Cloud Run, c'est l'idée vraiment de laisser la main, en fait, à l'aspect scaling côté Google Cloud,
essayer de diminuer en fait tout ce qui est administration système, donc c'est les gros bullet points. Et puis la rapidité de développement, j'ai pas eu besoin pour Cloud Run finalement, on n'est pas obligé d'apprendre la containerisation ou tout Kubernetes. C'est quelque chose qui est très intéressant. Alors après, on peut toujours se dire que Kubernetes peut être plutôt dans le monde des ops, et puis les devs restent plutôt à développer et à la limite à faire des conteneurs. Mais voilà, dans une démarche DevOps, c'est intéressant quand même de tout le monde connaisse tout. Et voilà, Kubernetes, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut connaître aussi pas mal d'éléments. Donc je dirais que voilà, la courbe d'apprentissage pour un Cloud Run est très rapide. Le coût des ressources, pareil, dans le monde du serverless, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Hein, au lieu d'avoir un cluster Kubernetes qui tourne tout le temps, etc. Là, on a quelque chose vraiment qui scale vraiment à la demande. Donc ça, c'était dans le State of Serverless, le report 2020 de Datadog. Pour résumer, ce que je trouve intéressant là, c'est qu'on a du coup Kubernetes, Serverless qui peuvent s'aider l'un et l'autre. Le fait de pouvoir démocratiser le monde du serverless avec quelque chose comme Knative qu'on peut installer sur du Kubernetes et faire du scaling depuis zéro, c'est quand même intéressant à comprendre et à offrir à vos équipes si vous faites du Kubernetes déjà. Et pour ceux qui n'en font pas, potentiellement du fully managed peut être suffisant. Ce qu'on voit aussi, c'est que la notion de serverless container solution prend de l'ampleur. Donc je l'ai indiqué, Cloud Run, donc c'est un des top projets côté Google Cloud. Et puis on a AWS qui a sorti Appreneur, et puis on a une preview de Azure Container Instance. J'ai pas regardé d'ailleurs si c'est toujours en preview ou pas, c'est peut-être plus en preview. Mais on voit que c'est des nouveaux projets qui sont arrivés il n'y a pas longtemps pour pouvoir supporter le fait d'avoir un conteneur qui tourne et qui répond en HTTP. Bon, comme d'habitude, l'adage, évidemment, c'est pas de se dire finalement Kubernetes, je mets tout à la poubelle, etc. À utiliser le bon outil pour faire la bonne chose, mais c'est vrai que du coup, si c'est pour faire un site associatif, un petit portfolio, un petit truc, peut-être que même Cloud Run est trop superflu. Mais voilà, moi j'ai retrouvé vraiment des choses que j'aimais bien en tant que développeur, d'être rapidement, avoir quelque chose qui est disponible et up dans le cloud et qui répond à la charge, etc., etc. Donc l'idée, c'est de trouver votre voie. Est-ce que vous êtes plutôt côté dev et à pas vouloir regarder trop sous le capot et rester dans le monde serverless, ou est-ce que vous êtes plutôt à vouloir regarder sous le capot, à avoir appris déjà Kubernetes et du coup embraser ce monde Kubernetes, sachant que, comme j'ai dit, c'est pas incompatible. Du coup, on peut imaginer avec du Knative ou autre avoir du Cloud Run, l'équivalent de Cloud Run dans le cluster Kubernetes et du coup offrir quand même cette facilité de déploiement à vos équipes de développement. Sur ce, je voulais vous remercier, dire encore merci du coup à Claude Sud pour cette conférence. Et puis vous pouvez me suivre donc sur Twitter @gilandur ou sur gilandur.dev. Merci beaucoup et n'hésitez pas si vous avez des questions.